atteindre un part d'énergie renouvelable de façon de 30 à 40% à l'horizon 2030. Et en retour, la mobilisation de ressources publiques et privées à l'auteur de 2 milliards d'euros. Donc cette initiative a démarré l'année passée et donc nous sommes actuellement en discussion avec le gouvernement, avec nos partenaires, sur comment mettre en œuvre ce type de projet. Vous avez parlé de plus largement, donc je pense qu'à part l'autre défi, à part la transition vers une énergie plus décentralisée, qui inclut notre production, qui inclut même la vente de production d'électricité, d'énergie au réseau, nous avons aussi le défi, je pense, au Sénégal, les zones ruraux et les zones éloignées. Le problème qui se pose, ce que je constate, c'est que les opérateurs ne sont pas toujours incités à être présents sur place parce que la demande d'énergie n'est pas suffisamment élevée pour compétitive. Mais en même temps, la demande est compétitive parce que la production, les activités économiques ne sont pas encore là. Mais ils ne sont pas encore là parce qu'il n'y a pas encore d'énergie pour les démarrer. Donc on a un problème de coordination, on a un travail à faire pour ces zones éloignées, de promouvoir non seulement la provision d'énergie, mais également les activités économiques pour bien profiter de cette énergie. Et cela va inciter les opérateurs, les fournisseurs d'énergie à être présents. Donc, je vais peut-être m'arrêter là, mais donc voilà un peu les opportunités, les défis que je vois et comment nous pensons l'Union européenne, en collaboration avec nos partenaires, la ville de Dakar, l'État du Sénégal, la société civile, essayer d'y répondre. Merci. Merci. Monsieur Cheroua, vous êtes au cœur du projet MGET, vous êtes le coordinateur. Je voudrais juste savoir comment la ville de Dakar a prévu de faire face aux pannes d'électricité fréquentes et aux coûts énergétiques élevés, et en quoi le projet MGET renforce les efforts déjà entrepris avec le PSCD en 2016 ou d'autres actions lancées récemment. Alors merci. Bon après-midi à toute l'assistance. J'aimerais tout d'abord, avant de pouvoir répondre à votre question, remercier les participants, mais surtout remercier et féliciter notre diplomatie. Parce que c'est grâce à cette diplomatie, à travers Mme Silla, c'est à travers cette diplomatie-là que nous, agents opérationnels, on peut réaliser certaines choses. Nous manque de financement. Et ce financement-là est mobilisé souvent par la diplomatie, c'est lié. Donc, je remercie et je félicite le support que vous donnez. Sans vous, rien réalisé. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, je mets dans son speech. Depuis quelques années, la ville de Dakar s'est engagée dans une transition qui s'est soldée par plusieurs actions. Monsieur le secrétaire général ce projet, c'est un projet qui vient s'aligner à la vision de la ville de Dakar. Parce que depuis quelques années, on a commencé à investir dans cette transition-là, à travers d'abord des interventions d'efficacité énergétique dans le secteur de l'éclairage public. En 2015, on a reçu l'appui de l'AFP qui nous a permis de démarrer un projet pilote dans le secteur de l'éclairage public. Ce projet pilote a été amplifié sous fonds propres, suivant une planification des investissements pluriannuels, qui a fait qu'aujourd'hui, on a procédé au changement des ampoules énergivores par des sources nettes dans le secteur de l'éclairage public. Pour les zones de 90% du réseau qui est demandé. Quand je parle de 90%, un réseau aussi intense et dense que le réseau de Dakar,
de 60 000 millions. Donc, ces efforts-là ont été réalisés en partie sur le budget de la ville. On ne s'est pas limité à ce secteur qui était le secteur le plus dépensier. Le deuxième poste plus dépensier, c'est le secteur de l'énergie. Alors, le secteur du bâtiment, c'est notre secteur névralgique sur lequel il fallait faire des efforts pour pouvoir réduire la consommation énergétique et protéger l'empreinte carbone. Et on a plusieurs initiatives dans ce sens-là. On a eu d'abord commencé ça avec la coopération espagnole ici présente, je remercie, qui nous a permis de solariser le bâtiment public. Aujourd'hui, on est en train de clôturer l'important projet CSF. Qui nous a permis de lancer des études techniques et de préparation du projet sur 23 sites de bâtiments publics. Ces bâtiments-là concernent des écoles, des lycées, des bâtiments administratifs, des infrastructures sportives, des bâtiments sanitaires. Cela nous a donné une idée du budget qu'il nous fallait pour pouvoir donc, procéder à l'intervention efficace de la solarisation sur tous les bâtiments de la ville de la Terre. Nous sommes sur un portrait de 300 bâtiments publics de la ville, des bâtiments indirects. Alors, ce projet MGT, c'est un projet qui est extrêmement important. Cela permet d'accélérer les actions que nous menons dans le secteur de la transition énergétique, dans le secteur des bâtiments. Parce que la subvention qui a été allouée, une subvention assez importante, qui nous permettra, sur le portefeuille de bâtiments à solariser, de pouvoir intervenir sur 5 voire 6 bâtiments. Le maire l'a rappelé, il y a un programme, je dirais, personnel du maire, personnel du maire, concernant les édifices religieux. Vous comprenez aisément sur la motivation du maire de pouvoir solariser ces édifices religieux-là. C'est des édifices qui n'ont pas pour vocation d'avoir des recettes, qui ne sont pas souvent appuyés par ces autorités administratives, pas assez en tout cas. Ce sont souvent les filières qui se utilisent pour payer la facture de ces édifices-là. Et le maire, aidé par sa fille, je dirais, sociale, a décidé d'accompagner ces édifices-là progressivement. Et il y a quelques édifices qui ont solarisés. Pour cette année aussi, on prévoit d'augmenter la donc le projet MGT, c'est un projet du point de vue rénovation des infrastructures, un projet à fort impact. Cela nous permet d'accélérer les investissements dans ce sens. Mais plus important encore, c'est le volet promotion des énergies renouvelables qui est à mon avis assez important. Parce qu'aujourd'hui, pour atteindre les populations qui veulent shifter vers les énergies propres, c'est un effort qu'il faut, parce que c'est une technologie qui est nouvelle. Et souvent, il y a une méconnaissance de ces sources-là. Et il y a un fort donc, disons, volet dans le domaine de la sensibilisation et de la promotion des énergies renouvelables, et à travers des formations, de la sensibilisation qui va être opérée au niveau des acteurs cibles, des élèves, parce que voilà, c'est la future génération qui va agir sur cette catégorie-là. Et donc, la vision de Dakar, c'est carrément d'accélérer. Et cela, je vous le dis, on n'attend personne. Je crois que le maire a été clair dans son approche et dans sa vision. Il fait appel
donc à l'assistance, et il fait par cet moyen. Et aujourd'hui, je crois que nos efforts sont quand même salués à travers la plan de Merci beaucoup, monsieur le J'aimerais revenir vers vous, monsieur Pateba. Et voir comment l'approche métropolitaine du projet MGT peut-elle renforcer la gouvernance énergétique de la ville de Dakar et accélérer une transition écologique efficace et durable? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est constant, et quand on a dit qu'il faille tous qu'on se félicite, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'approche métropolitaine nous permet d'abord vraiment de repositionner la ville de Dakar dans le concert des villes, dans le concert des métropoles qui agissent sur le climat. Et je pense que ça, c'est très important. Parce que la question climatique ne peut pas vraiment être traitée vraiment en solo. C'est-à-dire la ville de Dakar ne doit pas prêcher dans un délai. Donc aujourd'hui, je pense que l'approche métropolitaine, c'est à cela que ça aide la ville de Dakar. Permettant à la ville de Dakar de se repositionner dans la diplomatie des villes qui placent en premier lieu, qui placent vraiment parmi les priorités les plus importantes la question climatique. Ensuite, l'approche métropolitaine nous permet aujourd'hui de voir comment la ville de Dakar peut vraiment agir de façon concrète sur son adaptabilité, sur aussi sa capacité de résilience, sur sa sobriété en matière de changement climatique. Parce qu'on a dit tantôt, Dakar, en termes d'urbanisation, la vitesse à laquelle elle se développe, je pense que c'est un cas d'école parmi les grandes métropoles africaines. Et si on ne prend pas en priorité les questions des changements climatiques, je pense que ça peut nous rattraper. Et c'est cette approche métropolitaine qui nous permet de sensibiliser les populations de Dakar, de mobiliser toutes les énergies et les synergies, au niveau macro comme au niveau micro, pour que la stratégie, pour que la vision vraiment à long et moyen terme puisse être mise en place au niveau local. Et je pense qu'aujourd'hui, cette approche métropolitaine commence à faire son effet. Parce que la ville de Dakar est aujourd'hui, avec ou sans des partenaires stratégiques, engagée de façon résolue à la transition vraiment énergétique, à la transition écologique. Et quelqu'un l'a rappelé tantôt, les énergies fossiles constituent en fait le talon d'Achille dans le développement de nos villes et de nos territoires. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, Dakar, le Sénégal en général, est un pays en voie de développement, et comme tous les pays en voie de développement, nous sommes énergivores. C'est des pays qui demandent en fait sans cesse vraiment des énergies pour supporter les efforts de la vie. Et aujourd'hui, si on ne prend pas garde, dans un court terme, on va vivre de plein fouet les effets néfastes de l'utilisation à outrance des énergies fossiles. Donc c'est en cela que vraiment l'approche métropolitaine de la transition énergétique nous aide. Et je pense que ça, c'est décliné dans le plan climat énergie territorial de la ville de Dakar. Comment parvenir à faire en sorte, en commençant par la ville de Dakar, comment faire en sorte d'engager la vision globale de la politique. Quand je parle de politique, je parle de gouvernance globale. Comment engager les décideurs à vraiment aller dans le sens de la durabilité. Et c'est en cela, en apportant des us, en apportant des pratiques nouvelles, en apportant des pratiques vraiment positives, c'est en cela que l'approche métropolitaine à travers Métropolis nous permet vraiment d'engager les énergies dans ce sens-là. Et la ville de Dakar commence à montrer le chemin.
Parce qu'à terme, les bâtiments de la ville de Dakar vont réduire de façon drastique leur empreinte de carbone en passant des énergies fossiles à l'utilisation d'énergies renouvelables. Je pense que ça peut être un apport très positif dans ce que nous allons faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Nous allons clôturer cette session avec une dernière question pour vous trois. Nous allons commencer avec M. Van der Broek, si vous le souhaitez bien. Quels sont les éléments essentiels à mobiliser, que ce soit en termes de politique, de partenariat ou d'infrastructure, pour assurer la réussite de la transition énergétique? Merci. Je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il s'agit de plusieurs choses. Donc, il y a la partie infrastructure, il y a également la partie politique, il y a également la sensibilisation, il y a la planification. Donc, l'énergie, comme je disais à mon introduction, est devenue assez complexe, dans le sens où on n'a plus un système classique d'énergie, de production d'énergie centralisé, avec un réseau et des branchements. Maintenant, on passe à un système qui est plus complexe, donc il y a beaucoup d'opportunités, dans le sens où on peut mobiliser les citoyens, les entreprises, etc. Mais cela demande aussi, par exemple, une infrastructure qui peut gérer l'intermittence de l'énergie. L'énergie solaire ou éolienne n'est pas permanente, elle est intermittente. Donc cela demande un réseau qui est, disons, smart. Et donc nous avons par exemple un projet Smart Grid où nous travaillons avec nos partenaires ici au Sénégal pour rendre les réseaux électriques plus smart, pour gérer cette offre et demande et toujours balancer les deux. Donc il y a cette partie infrastructure, il y a aussi la partie sensibilisation et la partie d'usage productif. Comme je mentionnais, il est important de lier l'usage de l'énergie, l'offre de l'énergie avec l'usage productif. Et cela peut se faire à différents niveaux. Et je donne l'exemple des pompes solaires, par exemple, séchage de poissons. Donc il y a beaucoup de solutions, de nouvelles technologies qui offrent des solutions qui combinent la provision de l'électricité, de l'énergie à moindre coût, souvent le solaire, avec des usages productifs qui sont bien adaptés au contexte local. Et c'est ça qu'on devrait promouvoir ensemble avec nos partenaires. Ensuite, il y a effectivement les politiques, ce qui est stratégie, planification, mais aussi le cadre réglementaire. L'eau de production, voire la vente de surplus de production d'électricité pour injecter au réseau, demande de nouvelles réglementations, quels seraient les tarifs pour vendre ces surplus d'électricité. Est-ce que le cadre réglementaire est en place pour placer des bornes électriques, par exemple, pour charger les voitures électriques ou les moteurs électriques? Donc il y a plein de questions réglementaires et institutionnelles que ces nouvelles technologies posent qu'on peut travailler ensemble pour les mettre en place et favoriser cette transition énergétique. Oui, moi je crois que je vais essayer de synthétiser tout ce qu'il a dit par rapport à la question que vous posez. Ma réponse est non. L'engagement, ce qui concerne la communauté, l'utilisation de accompagner ces questions-là. J'ai l'engagement politique. L'engagement politique, je vois dans ces chances-là, comprendre les enjeux et pouvoir se projeter sur cette voie-là. Parce que aujourd'hui, l'utilité de la transition énergétique ne se peut pas dire, parce que les gens comprennent assez aisément si on installe une centrale de secteur au niveau de l'église. Cette centrale-là produit de l'électricité, aussi bien pour la chapelle que les dépendances. Aujourd'hui, la communauté chrétienne, à ce niveau-là, nous sommes toute la facture de l'électricité.
C'est un gain financier, mais aussi pour la communauté. C'est un gain en termes d'économie d'émissions de gaz à effet de serre. L'utilité est maintenant l'engagement. Peut-être qu'il y a un effort à faire à la diffusion des informations, la bonne information, sensibilisation. Au niveau des générations, peut-être que certaines générations anciennes ne comprennent pas les enjeux des nouvelles technologies. Il y a un effort à faire sur cette catégorie de personnes qui arrivent. Mobilisation communautaire, engagement des politiques, nécessairement les financiers vont suivre et vont accélérer le processus de transition. Merci. Oui, je pense qu'à la suite de M. Ba, c'est important de sensibiliser. C'est autant important aussi d'éduquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de préparer les générations futures à faire face à la lancinante question de la transition énergétique. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il faut nécessairement un engagement au niveau des territoires, mais il faut aussi un engagement beaucoup plus soutenu au niveau des décideurs politiques et au plus haut niveau. Je pense que c'est le plaidoyer qu'il faut avoir. Il faut aujourd'hui que les décideurs politiques se disent que toutes les politiques économiques, aussi pertinentes qu'elles soient, peuvent être annihilées d'un seul coup si on ne prend pas garde à minimiser les effets des changements climatiques. Je pense qu'aujourd'hui, avec la prise en compte et avec l'intégration des questions liées à la pertinence de mettre en place des stratégies cohérentes pour gérer ces transitions énergétiques-là, nous pouvons même agir sur le panier de la ménagère. Parce que, quoi qu'on puisse dire, les énergies fossiles sont des éléments de coût par rapport à la production. Et si nous nous basons uniquement sur une approche productive de l'économie, nous pouvons nous dire qu'en minimisant en fait l'apport des énergies fossiles dans la production, nous pouvons agir de façon drastique sur le niveau de vie des populations, sur le pouvoir d'achat des populations. Parce que plus faibles sont les coûts de production, plus faibles seront les coûts d'accès aux denrées de première nécessité pour nos populations. C'est pour dire comment la question de la transition énergétique elle est globale. C'est pour dire comment nos autorités et nos décideurs publics doivent prendre à bras le corps cette question. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous atteler non seulement à éduquer les générations futures sur les enjeux liés au climat, mais aussi à faire en sorte de porter le plaidoyer pour que nos autorités politiques aillent dans le sens de mettre en place des stratégies claires pour agir de façon vraiment significative sur la transition écologique et de manière douce. Donc c'est ce que nous pouvons dire par rapport à cette question. Merci beaucoup pour ces échanges constructifs. Nous arrivons au terme de ce panel. Merci à l'audience de bien les applaudir. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que la résilience énergétique de Dakar et du Sénégal repose sur une vision stratégique qui va au-delà des actions isolées. Il s'agit de bâtir une gouvernance énergétique cohérente et durable, articulée autour de partenariats solides, notamment avec la délégation de l'Union européenne et d'autres acteurs investis sur cette thématique. Cette vision s'appuie sur les politiques publiques ambitieuses, des infrastructures adaptées et une collaboration étroite avec les acteurs locaux et internationaux. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Oui, ça va.